Alors, l'année 2018 est une année importante au regard du droit de la bioéthique, puisqu'en vertu de la loi du 7 juillet 2011, seconde réforme légale programmée, elle doit faire l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement. L'un des pans du droit qui sera susceptible d'évoluer d'un point de vue normatif est celui portant sur l'assistance médicale à la procréation, dite AMP. En effet, des revendications sociétales d'accès à l'AMP, motivées par une infertilité sociale et non plus médicale, sont portées par certains. Le Comité national d'éthique, consultatif national d'éthique, dans son avis numéro 126, rendu en juin 2017, va d'ailleurs en ce sens. Par ailleurs, ce dernier devait organiser en amont de la réforme, en vertu de la loi du 7 juillet 2011, un débat public sous forme d'états généraux de la bioéthique. Et cette manifestation organisée aujourd'hui et demain s'inscrit officiellement dans ces états généraux de la bioéthique. Alors, les revendications autour de la procréation s'inscrivent dans un mouvement marquant son renouvellement. Ce renouvellement comporte en réalité deux aspects. D'une part, la revendication d'un droit à l'enfant et, d'autre part, d'un droit à un enfant en bonne santé grâce aux évolutions scientifiques et aux nouvelles techniques génétiques. Ces deux revendications émanent d'acteurs différents. S'agissant d'un droit à l'enfant, elles proviennent de couples, y compris composés de personnes de même sexe ou de femmes célibataires. S'agissant du droit à un enfant en bonne santé, elles proviennent de certains parents, mais aussi de chercheurs, aux fins d'améliorer la procréation en s'inscrivant, pour le moment, dans des protocoles de recherche. S'ajoutent à cela des acteurs publics. En effet, certaines politiques de santé publique sont axées sur des stratégies en matière de procréation, comme l'illustre le diagnostic prénatal. D'aucuns voudraient d'ailleurs y ajouter un élargissement du champ du diagnostic préimplantatoire. Par ailleurs, les intérêts de ces différents acteurs s'entremêlent parfois, les personnes désirant un enfant souhaitant concomitamment, légitimement, qu'il naisse en bonne santé. Sur cet aspect, le droit est questionné au sujet de l'utilisation de nouvelles technologies génétiques. Tout d'abord, la méthode CRISPR-Cas9, qui est une paire de ciseaux programmables qui permet de supprimer un gène ayant muté naturellement et ayant entraîné une maladie génétique. On peut le remplacer par un gène non muté pour reconstituer la séquence d'ADN. Alors, cette méthode est révolutionnaire en raison de sa précision par rapport aux méthodes antérieures. Par ailleurs, elle est simple à mettre en œuvre et peu coûteuse, ce qui explique sa diffusion extraordinaire depuis sa description. Ensuite, la seconde nouvelle technologie génétique est ce qu'on appelle le transfert pronucléaire ou transfert mitochondrial, appelé également fécondation in vitro à 3 parents, qui est une technique autorisée au Royaume-Uni depuis février 2015, pour éviter la transmission de pathologies mitochondriales. Alors, ces nouvelles technologies ayant des incidences sur le plan génétique interpellent le droit, lequel doit, pour certains acteurs, dont le comité d'éthique de l'INSERM et l'Académie nationale de médecine, qui se sont exprimés en 2016, être préparé en amont pour permettre son articulation avec ces avancées technologiques. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans un rapport de 2017, semble plus prudent sur ces modifications génétiques appliquées à l'homme, en particulier s'agissant de la méthode CRISPR-Cas9. Pour autant, il souhaite que le Parlement, lors de la future réforme de la bioéthique, se saisisse de la question du transfert mitochondrial. Alors, les revendications autour du renouvellement de la procréation viennent ébranler certains interdits du droit, tant de la filiation que de la bioéthique. Les uns, considérés comme des principes matriciels du droit de la bioéthique, figurent dans le Code civil depuis 1994. Ils tendent en effet à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et sont qualifiés expressément par le législateur de dispositions d'ordre public. Parmi ces principes figurent le droit au respect de son corps, le principe selon lequel le corps humain et ses éléments ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, l'anonymat du donneur, la prohibition de l'atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, ou encore la prohibition des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.
D'autres interdits ont été insérés dans le Code de la santé publique, plus récemment, en 2011, telle la prohibition des embryons transgéniques et hybrides. La première revendication, celle du droit à l'enfant grâce à l'AMP, et plus précisément la recherche de matrices aux fins de gestation pour autrui ou la recherche de matériel génétique reproductif, questionne le droit positif. S'il doit s'interroger sur les revendications sociétales actuelles, quid de la régulation des comportements sociaux imposés de fait par les parents à l'ordre juridique interne, parents qui sont qualifiés de plus en plus fréquemment par les juridictions, mais aussi par la doctrine, de parents d'intention, ce qui constitue un changement sémantique dans l'appellation de parents qui commanditent la fabrication d'enfants en utilisant des techniques de maternité de substitution. Une question se pose. Le législateur de 2018 va-t-il être contraint de valider les pratiques réalisées à l'étranger par des Français, se soustrayant au cadre légal d'ordre public, suivant ainsi les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation sur ce qu'on appelle communément et partiellement à tort la gestation pour autrui? Par ailleurs, si ces phénomènes d'externalisation des pratiques illégales en France prospèrent depuis quelques années, leur légitimité partielle ayant été obtenue a posteriori auprès de la Cour de cassation par plusieurs décisions en 2013 et en 2017, on assiste parallèlement à un nouveau phénomène, celui de la délocalisation géographique des gamètes à l'étranger. En effet, depuis 2016, des juridictions ont autorisé par ce biais le contournement, d'une part, de la prohibition de la procréation post-mortem, et d'autre part de la nécessité d'être en âge de procréer. L'exigence d'être en âge de procréer va-t-elle en sus voler en éclats si le législateur autorise la conservation ovocidaire de précaution, indépendamment de tout projet parental, suivant ainsi le rapport favorable de l'Académie nationale de médecine de juin 2017 ? L'ensemble de ces revendications interroge donc le droit de la bioéthique, le droit civil de l'affiliation, ainsi que le droit international privé de la famille. S'engage-t-on vers une évolution légale inéluctable de la notion de parentalité au nom du principe constitutionnel de non-discrimination? Un enfant aura-t-il, selon le cas, droit à minima seulement à un seul parent et donc à une seule ascendance familiale? La question pourrait peut-être à terme se poser d'ailleurs sous un angle assez que je qualifierais de plus déroutant, notamment par la création d'un embryon avec les gamètes artificielles d'une seule personne. En effet, la création de gamètes artificielles est en tous les cas une solution annoncée par certains, dont l'Agence de la biomédecine, en janvier 2018, pour mettre fin à la pénurie de gamètes. Pour l'instant, seuls des souriceaux qu'on nous a dit qu'ils étaient normaux ont été conçus en 2016 par une équipe japonaise. Autre question qui se pose, le maintien du principe de l'anonymat du donneur est-il encore alors justifiable face à une volonté de recours exponentiel au don de gamètes? L'intérêt de l'enfant conçu dans ces conditions a-t-il encore un sens juridique face au désir d'enfant à tout prix, à tout âge, au moment du désir exprimé? La reconstruction des droits de la filiation et de la bioéthique est-elle inéluctable ou ce remodelage restera-t-il uniquement au stade jurisprudentiel pour éclairer le dispositif légal? Autre question, de manière générale, le principe de gratuité pourra-t-il être maintenu, sachant qu'il a déjà été partiellement détricoté par l'introduction de l'échange par la loi de 2011, c'est-à-dire tissus germinaux à la collectivité contre conservation gratuite d'une partie d'entre eux à des fins de gestation future. La seconde revendication, la reconnaissance d'un droit à un enfant en bonne santé par l'amélioration des techniques médicales et génétiques pour le soigner et ou le sélectionner, ainsi que l'anticipation temporelle du diagnostic d'une anomalie permettant de procéder à une interruption médicale de grossesse, ébranle pour sa part tant la prohibition de l'eugénisme que celle de la thérapie génique germinale. Cette revendication se conjugue avec les choix actuels des politiques de santé.
Le plan national consacré à la médecine génomique pour créer une filière médicale et industrielle met en lumière la volonté des pouvoirs publics d'être dans le peloton de tête des grands pays engagés dans la médecine génomique. En juillet 2017, les 2 premières plateformes de séquençage génomique à haut débit, sur les 12 prévues, ont d'ailleurs été sélectionnées. La médecine génomique est donc devenue un enjeu de santé publique. Les investigations prédictives, préconceptionnelles ou préimplantatoires, rendues possibles par les techniques de séquençage génomique, doivent-elles être étendues à l'avenir à la seule population à risque, comme le proposait en avril 2017 l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, voire à la population générale a priori non à risque, comme le souhaitait en février 2017 en Belgique le Conseil supérieur de la santé? D'une liberté de les utiliser, n'irait-on pas alors vers une obligation morale? N'y aurait-il pas alors un déplacement de l'identification d'un risque du fœtus vers ses futurs parents, créant ainsi une espèce de carte d'identité de risque génétique? S'ajoutent à la meilleure connaissance génétique les innovations en matière de modification du génome applicables à l'homme. La méthode CRISPR-Cas9 interpelle à ce sujet, non pas sur son application pour les thérapies géniques somatiques, celle-ci ne pose pas de difficultés éthiques et juridiques, mais sur son application à l'embryon, réalisant ainsi des thérapies géniques germinales, c'est-à-dire qui modifient le patrimoine génétique transmis héréditairement à toute la descendance. Cette application, si elle est autorisée par le droit, va remettre en cause la prohibition de la création d'embryons humains transgéniques, même si une gestation n'est pour le moment n'est pas envisagée pour le moment, tant pour l'INSERM que pour l'Académie nationale de médecine. Tout comme le transfert pronucléaire, ces techniques interpellent les médecins, les juristes et donc les citoyens sur le rapport bénéfice-risque. Elles impliquent une rigueur éthique et donc un encadrement juridique au risque de rompre le pacte démocratique entre la science et la société. Le droit de la bioéthique, qui sera questionné à l'automne 2018 sur son éventuelle mutation, sur ces aspects, doit réaliser cet équilibre. La tenue d'un tel colloque sur le renouvellement de la procréation à travers ces 2 revendications et leurs interrogations autour de l'intérêt de l'enfant né ou à naître permettra donc de nourrir la réflexion à l'aune de la 3e réforme programmée du droit de la bioéthique. Les interdits actuels, dont la plupart sont les piliers fondateurs du droit de la bioéthique, socle de notre organisation sociétale, vont-ils être simplement ébranlés, remodelés ou seront-ils détruits? Des éléments de réponse pourront être obtenus, s'agissant de la revendication du droit à l'enfant, par le biais d'une réflexion sous l'angle du droit civil, du droit de la bioéthique, mais aussi du droit international privé, du droit comparé, encadrant, aménageant ou tolérant, selon le cas, certaines pratiques relatives à l'AMP. Ils pourront être également obtenus, s'agissant du droit à un enfant en bonne santé, par le biais d'une réflexion sur l'élargissement juridique des diagnostics anténataux en France, sur la généralisation du dépistage génétique préconceptionnel en Belgique et sur la remise en cause des interdits aux fins de création d'enfants transformés. La réflexion sur ces 2 aspects sera menée au-delà des aspects juridiques par les apports d'autres disciplines que sont la génétique, la médecine, la biologie, la science politique et l'éthique. Elle sera également enrichie par l'intervention d'un médecin, sénateur belge et membre de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, qui s'interrogera sur la compatibilité de la Convention d'Oviedo avec les évolutions juridiques souhaitées. Elle sera également enrichie par des regards d'enseignants-chercheurs en jurilinguistique et sémiotique juridique, en sociologie, qui s'intéresseront à l'impact de ce renouvellement de la procréation sur leur discipline, ainsi que par un des médecins participant aux expérimentations en cours relatives à la greffe d'utérus, nouvelle alternative crédible à l'adoption, et à ce qu'on appelle communément, mais à tort partiellement, la gestation pour autrui, pour certaines formes d'infertilité médicale. Ce colloque international pluridisciplinaire, que j'ai voulu pluraliste, est construit en 3 parties qui permettront d'embrasser l'ensemble des aspects évoqués.
La première, posée sous forme interrogative, est intitulée « Vers l'élargissement de l'accès à l'assistance médicale à la procréation » et occupera la première journée du 24 mai. La matinée sera présidée par Madame Edith Blary-Clément, professeure de droit à l'Université de Lille, et l'après-midi par Madame Françoise de Quevert-Desfossés, professeure émérite à l'Université de Lille. La seconde partie, posée également sous forme interrogative, intitulée « Vers la reconnaissance du droit à un enfant en bonne santé », sera traitée dans la matinée du 25 mai, donc demain, et présidée par Madame Manouvrier-Anu, professeure de génétique médicale à l'Université de Lille. Et la troisième partie, regard particulier sur le renouvellement de la procréation, composera l'après-midi du 25 mai et sera présidée par M. Robin Kremer, co-directeur de l'espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France. Alors la particularité de ce colloque est qu'il est intégré officiellement dans les États généraux de la bioéthique, mis en place au premier semestre 2018 par le CCNE, qui est représenté ce jour par le professeur Puech, ici présent, que je remercie pour sa présence. Ce débat ne doit pas être confisqué par les experts. C'est le fondement originel des États généraux de la bioéthique. C'est pourquoi, après l'intervention de ces experts, il y aura systématiquement une rencontre sous forme de table ronde avec le public. Cela permettra à chacun de s'exprimer dans le cadre de débats contradictoires et pluralistes. Je vous propose de démarrer la matinée de cette première journée sous la présidence de Madame la professeure Edith Blary-Clément. Je vous remercie.